Alors, pourquoi est-ce que je parle souvent du chasselas et que j'aime autant le chasselas? D'abord parce que c'est un cep de vigne de chez nous. Nous sommes le centre mondial du chasselas. C'est quand même extraordinaire. Ensuite, notre région, le Lavaux, c'est le royaume du chasselas. Eh bien, le Lavaux, c'est le seul endroit au monde où on a 3 soleils. On a bien sûr le soleil de l'astre, on a le soleil du miroir du lac, et on a le soleil de la pierre qui redonne. On a une année du feu de Dieu. Ma grand-maman, elle m'aurait mis un coup de pied au cul. C'était sa technique. En 83, on a déjà une année hyper solaire. C'est ce qu'elle m'avait dit. Oh, je devrais te mettre un coup de pied au derrière pour que tu te souviennes de ça. Et puis, parce que tellement à l'époque c'était exceptionnel. De mémoire, on n'a jamais fini les vendanges aussitôt. Une année solaire, très sèche, mais où la vigne a bien supporté. C'est quand même un des secrets aussi de la biodynamie. Je pense que c'est une technique agricole qui permet que les plantes s'adaptent à ce changement climatique. Donc c'est avant tout un savoir-vivre de la vigne, voilà, et qui lui permettra de supporter en fait des années encore plus chaudes que ça. L'instant où on prend le raisin, c'est un moment qui nous pose toujours un doute permanent. Est-ce que c'est le bon instant? Cet instant où en fait il y a la plénitude, quand il est là juste dans sa physiologie, qu'il a tout son parfum, son amplitude, son corps, et qu'il garde encore ces zestes de juvénilité pour nous transmettre en fait son espoir de grandir encore dans une autre forme. Voilà. Quand on est bien, c'est comme marcher sur l'eau, on vole sur les vignes. Je peux même essayer ça s'appelle le porté de la cigogne. Zzz, voilà. Enfin bref, c'est qu'on est encore, on n'est pas si vieux que ça encore. Les oiseaux, beaucoup de dégâts. Ouais. Tu vois, on a mis des protections, mais pas assez. Et puis, ça, évidemment, comme les raisins sont meilleurs ici, les oiseaux prennent aussi le meilleur. On va faire plus l'année prochaine. Voilà. Donc, c'est bien mémoriser les endroits où c'est pour entrer dans la psychologie de l'oiseau. Aujourd'hui, en 2018, il y a 7 entreprises qui sont certifiées bio. Par contre, dès l'année prochaine, il y en a un nouveau. Donc je pense sur les 200 vigneronnes et vignerons qui sont regroupés à Lavaux, on va voir gentiment les choses changer. Je crois qu'il faut donner on dit en vaudois, donner le temps au temps. Hein. Que chacun puisse avoir sa réflexion et le faire avec une certaine envie et puis une conviction surtout. Il ne faut pas le faire parce qu'il y a la pression du marché. Ça aboutit à peu de plaisir. Alors là, on va aller rejoindre l'équipe qui termine les treilles. On est Cabernet Franc, Merlot et Syrah qui sont à plus de 100 XLE, donc il faut absolument qu'on les prenne encore aujourd'hui. Parce que demain, on change de cépage. Et puis, j'aimerais les rentrer pour qu'elles se rafraîchissent un petit peu. Elles sont trop chaudes. Alors l'idée, c'est... Ils ont le frein à main, là, il faut y aller à 3. Tu sais, ces voitures de location, c'est toujours le même truc. Le millésime va être magnifique parce qu'en plus de ça, on a un volume qui est tout à fait correct. Malgré la sécheresse, nos vignes se sont très bien comportées. Tu as vu les grappes de Cabernet Franc tout à l'heure. Elles ont ce côté mat et le corps de la grappe, la rafle, la partie
la partie de structure qui tient les grains de raisin est en train de changer de couleur. Elle était complètement rouge, en train de devenir brune, de se lignifier. Donc c'est vraiment le top de la maturité, ça. Une année comme ça, le Cabernet Franc, il rigole. Hein. Alors moi, je suis bio-certifié, mais je fais de la biodynamie. Je suis en train de me préparer à faire ma demande d'accréditation Déméter. Mais pour l'instant, je suis certifié bio. Depuis 3 ans. Donc l'idée est d'aller en biodynamie. Ce qui est important, je pense, dans ce chemin, c'est de le faire graduellement en respectant comme des paliers en plongée, tu vois. Tu fais les choses à ton rythme, tu t'écoutes et puis tu sens les choses que tu es capable d'assumer, d'assimiler aussi. La biodynamie, c'est une évolution plus aboutie de la démarche bio. On prend en compte l'écosystème dans lequel se trouve le vignoble, soigner les plantes par les plantes. Il y a plein de choses qui rejoignent un peu une démarche homéopathique pour l'homme, mais cette fois appliquée à la plante. On se rend compte que la plante, il y a une partie aérienne, il y a une partie souterraine. Et la partie souterraine, il faut s'imaginer que c'est vraiment la face immergée de l'iceberg. C'est la partie la plus importante de la plante. De la vie biologique des sols vont découler le bien-être de la plante aussi. Et la pérennité du sol, et la qualité du terroir, et la minéralité des vins, et la personnalité des vins. Et bien sûr, on a souvent entendu parler de l'influence lunaire, et on sait très bien que la Lune, selon les cycles, a une influence sur plein de choses, sur les marées par exemple, mais aussi sur la croissance du végétal. On va suivre cette évolution des cycles lunaires pour exploiter au maximum ces synergies entre l'influence lunaire et terrestre. Alors je m'appelle Jean-Christophe Picard, je suis artisan de la terre et vigneron. C'est clair, en ayant grandi ici, on peut dire que je fais un peu partie du paysage. Et puis l'histoire de la famille Picard, je crois, est liée depuis très longtemps à la culture de la vigne. Hein. Mon grand-père a pu devenir propriétaire en 1937 voilà, du domaine dont je m'occupe aujourd'hui. Moi, je fais que passer. Hein. Je suis la 4e génération, j'aimerais bien qu'on ait une 5e derrière. Je suis au Dalais, on est en fait un petit peu à la verticale d'un point hypothétique entre Lutry et Villette. On est derrière le village d'Aran. Il y a la ligne de chemin de fer juste un petit peu plus bas, on est à peu près à 550 mètres. Et puis je pratique la biodynamie depuis 5 ans. Juste un petit mot sur la biodynamie. Biodynamie, biodynamique, une dynamique de la nature. Dans les recettes, tout ce qui est dans les recettes vient de la nature. Hein. Si on parle de la bouse de corne, c'est des cornes de vache avec de la bosse de vache. Si on parle des tisanes, d'ortie, de prêle, d'osier, qui sont celles que j'utilise chaque année. Et puis les préparations aussi, la silice, hein, qui est du quartz broyé, enfin tout ce qu'on trouve dans la nature. Pas beaucoup de récoltes, mais juste magnifique cette année. Mon père me disait que c'est une année sèche, comme 1962. À nos vignerons, on m'a dit 47. Donc c'est voilà. Même en 2009, même en 2003, même en 2015, on n'a pas connu pareille sécheresse. Mais le raisin est quand même magnifique. Cette sécheresse, elle révèle tous les petits détails du terroir que la chimie a tendance à gommer. La biodynamie, au contraire, révèle, puis le sec révèle encore plus toutes les petites différences qu'il y a au niveau du terroir. C'est intéressant, quoi. Avec un petit peu de Led Zepp dans le fond. Pourquoi pas, hein? Alors je passe les caisses dans un micro-pompe. Il va donc fouler les raisins. Et puis la pompe va les couper dans mon pressoir. C'est absolument primordial de fouler les raisins. Bien sûr, à l'époque, on le faisait avec les pieds.
écoute, c'est une opportunité que j'avais ce magnifique pressoir ici. Et puis ça me fait mal au cœur d'arrêter. C'est un système de pressoir désuet, mais tu verras plus ça, mais ça serait plus comme ça. Sur un système comme ça, c'est 5 heures de travail. Un pressoir moderne, il fait 2h30, mais tu t'en occupes même pas. Tu sais, dans les caves au vendange, ça ne rigole pas. Hein. Pour arriver à gérer la fatigue, la concentration, les bonnes décisions. C'est maintenant que ça joue pour le futur vin. Hein. C'est clair. On a vu le raisin comme il est, ça c'est très important. Pour tout caviste, visuellement, de voir le raisin, c'est très très important. Mais maintenant, il faut savoir quoi faire. Pas le massacrer surtout. Moi, si je mange une fondue ou du fromage, c'est du blanc, ça c'est sûr. L'apéro, bien sûr, c'est du blanc, et puis le rouge, c'est qu'avec les viandes. Donc moi, je ne touche pas. C'est clair. Ouais. On a toujours fait des pinot gamay, on a toujours fait du rouge, mais notre culture, c'est le chasse-là, c'est le blanc, ça c'est sûr. Depuis tout petit, j'aimais voir les terres labourées, travailler propre, ou l'herbe. Mais alors voir de l'herbe brûlée, non, ça alors ça m'a toujours irrité. Je me suis jamais posé la question de faire du bio ou pas. C'est la viticulture que j'aimais, et puis à partir d'un moment donné, je me suis dit, mais ce que je fais en fin de compte, c'est du bio, et puis voilà, j'ai jamais eu ce problème de me lancer ou pas me lancer. J'ai fait la viticulture que j'aime faire, et puis ça m'a amené au bio, quoi, tout naturellement. Moi, je suis un paysan, je suis un fils de paysan, un cutéreux, à vache, à une époque où on ne savait pas ce que c'était que la chimie, je pense. J'ai 53 ans, comme la plupart de mes collègues de Labo Vin Bio, d'ailleurs, on est plusieurs de la même année. Je crois que je fais ma 37e saison viticole, ou 38e, je ne sais plus. Je suis syndic de la commune et je suis pas mal engagé dans la défense du patrimoine, Labo Patrimoine Mondial, je suis vice-président de l'association. Donc c'est vrai que ça me prend aussi de l'énergie et du temps, en plus du boulot. Alors, c'est marrant parce que je me suis posé la question comment j'étais arrivé là. Ouais, j'ai toujours été un peu, en faisant le parcours, je réalise, j'ai toujours été un petit peu en marge. Des collègues qui trouvaient que c'était bizarre ce que je faisais, mais sans être en bio. Puis après, c'est des rencontres, des hasards, des rencontres qui font que tout d'un coup, tu dis, bon, ben, j'arrête ça, mais sans forcément une prise de conscience de la problématique que pouvaient poser ces produits. Et puis finalement, tu réalises que tu es beaucoup mieux sans, tu as plus de plaisir à travailler, et puis ta vie va mieux. Non, la prise de conscience, on va dire, à ce point-là, ça date d'une dizaine d'années quand même. C'est assez drôle, en fait, j'avais une stagiaire qui était allergique à un produit qui est présent dans presque tous les traitements. Donc on a dû trouver des solutions alternatives. C'est le Folpet, c'est un produit, mais c'est un des produits les plus utilisés au monde, en agriculture, viticulture, mais dans toutes les peintures et tout. Puis elle était allergique à ça. Alors on a dû trouver des traitements sans Folpet. Du coup, on est parti sur des produits minéraux, cuivre, soufre, ce qui est maintenant utilisé en bio, quoi. Et puis on a testé des produits avec un pote qui travaille pour une maison de chimie mais qui réfléchit. On a testé des produits alternatifs et puis tout d'un coup on s'est rendu compte qu'on avait fait le pas, quoi. Peut-être tu posais la question, qu'est-ce qui se passe une fois après le pressoir? Le jus arrive par en haut, par gravité, et puis tu as du jus trouble qui arrive. Après, on a différentes techniques de clarification pour arriver à un jus relativement, on dirait presque du vin déjà, mais on a pris le clair et puis on va filtrer la partie plus épaisse, plus trouble, quoi. Puis là, ça va partir en fermentation.
soit tout seul pour une partie des vins, soit en ajoutant des levures. C'est des levures séchées, mais c'est les mêmes que tu utilises pour la bière ou le pain quasiment, quoi. C'est des souches différentes, et qui vont transformer le sucre en alcool. C'est top bon, ça. Vous êtes dans mon cadre de travail, là. Je m'appelle Pierre Fongelin. Je suis vigneron depuis 1992. Cette année, comme c'était sec, on n'a pas du tout cisaillé la vigne. Parce qu'on peut s'imaginer que de couper des pointes d'une plante, c'est un certain stress. En fait, on l'a laissé s'exprimer comme elle avait envie de croître, et puis on l'arrange quand même, quoi, pour pas que ça soit dans tous les sens qu'on puisse traiter. Elle a eu un peu de peine, mais c'est une plante qui a quand même beaucoup de mécanismes pour supporter la sécheresse. Faut quand même se dire qu'au départ, ça a été beaucoup une plante méditerranéenne, des zones chaudes. C'est très construit, hein. Regardez. C'est vraiment, il y a beaucoup d'humains en fait, il y a beaucoup d'éléments de patrimoine, hein. Les murs, les terrasses, la vigne plantée comme ça, presque en monoculture sur toute la région, ça n'a pas grand chose à voir avec la nature, c'est très culture. Je crois qu'il y a quand même pas mal de collègues qui me disent chez toi c'est beau et tout ça, parce qu'au fond ils ont l'idée que si on travaille comme ça ne devrait pas être bien. C'est une évolution dans la mentalité. On a beaucoup vanté un vignoble de 1000 ans d'âge. Puis j'ai commencé à me dire, mais est-ce que dans 1000 ans, on peut en parler comme nous on en parle depuis 1000 ans? Puis les réponses, elles n'étaient pas si positives que ça. Donc j'ai commencé à... c'est vraiment la notion de durabilité. Est-ce que ce qu'on fait, les pratiques qu'on a, la manière dont on intervient, est-ce qu'elles sont reproductibles dans le sens qu'il n'y a pas de dégradation du milieu, ou bien il y a un maintien du milieu qui est en bon état, ou bien il y a une amélioration du lieu où on travaille. Donc j'ai traité ça de façon assez pointue, ça a mis des années, mais la biodynamie s'insérait bien dans ces réflexions. Disons, mon histoire, pour avoir une situation relativement moderne au niveau familial, divorce, je dis pas qu'être moderne, c'est forcément de divorcer, mais ça m'est arrivé, j'ai aussi un fils, donc je me suis occupé un peu. Avec une entreprise comme ça a été assez compliqué. Et puis je vois bien quand même, mon observation m'a bien montré que quand il y a des forces familiales qui interviennent et tout le monde s'implique, la situation elle est meilleure. Les petits domaines, c'est vigneron, caveur, en gros une personne doit assumer à peu près tous les postes et tous les rôles. Il n'y a pas non plus des marges qui sont très élevées, et donc ça complexifie un peu le fait de devoir gérer tout ça. Donc oui, ça fait partie des stress parce qu'au fond, la plupart des trucs, c'est moi qui m'en occupe. Donc c'est une tension supplémentaire, clairement. Et là, il y a du raisin qui arrive. Des fois, je me dis ça avec des remarques de collègues qui sont sur Neuchâtel, Genève ou la Côte, ou comme ça, qui disent « mais moi, je ne serai jamais vigneron à Lavaux, quoi ». Parce qu'ils montent sur leur tracteur, ils font 2h30 leur traitement, nous on porte pendant 10 heures le truc sur le dos juste pour faire nos 2,5 hectares. Et puis là, je pense qu'effectivement ça compte, quoi. Cet attachement à cette région, elle compte pour qu'on continue à s'en occuper correctement. J'ai vécu toute ma vie dans ce paysage. Mon attachement émotionnel, il est fort, quoi. C'est chez moi. Je plaisante par exemple parce que j'ai la Piquette, c'est le nom de la plage de l'ancienne commune d'Épesse. Bon, maintenant c'est Bois-en-Lavaux. Mais souvent je dis, quand il y a des gens qui disent j'ai une piscine, je dis moi j'ai ma piscine perso, j'ai ma plage. Je me sens vraiment chez moi. Je partage volontiers avec tout le monde.
J'ai connu un vigneron, il y a 25 ans, qui faisait un vin épouvantable. Épouvantable, c'est-à-dire que dès qu'on le buvait, il fallait prendre immédiatement une pilule pour l'estomac. C'était atroce. Eh bien maintenant, il fait un vin excellent. Il fait un vin remarquable. Par contre, moi, je suis incapable de reconnaître un vin bio d'un autre vin qui est bio et tout. Moi, j'ai 6 bouteilles devant moi, je déguste et je sais lequel j'aime. Voilà, c'est tout simple. Autrement, je suis perdu. Parce que tout est bio maintenant. C'est une catastrophe. J'ai eu un battleur qui m'a fait la cuisine et qui m'a laissé un nombre de produits, des lentilles bio, du riz bio et tout. J'ai dit, c'est pas possible, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, hein, c'est pas mon problème. Mais en l'occurrence, pour les vins, ça va changer pas mal de choses, je crois. J'espère que ça fera le vin encore meilleur. Ça fait 15 ans qu'il n'y a plus de désherbage, alors je retravaille les sols pour que l'eau descende mieux. Parce que les vignes que j'avais fait l'hiver passé, elles ont bien mieux passé l'été cette année avec ce sec que les autres. Pour moi, c'est en tout cas pas un retour en arrière. Ça, c'est sûr. Parce que si de foutre en l'air la planète, c'est un progrès, alors il faudra qu'on m'explique. Tu peux faire des trous à des places dans des terres trop exploitées, il n'y a plus du tout de vie, ni microbienne, ni vers de terre, ni plus rien du tout. On est obligé de tout apporter ce que la plante a besoin pour pouvoir produire. Tandis qu'avec le respect du sol, eh ben non, il n'y a plus besoin de tout ça. Sans apport excessif, si ce n'est de la terre végétale ou bien du compost. Des choses simples. Sur cette planète, on devrait pouvoir prendre une pelle carrée, faire un trou et croiser des vers de terre. C'est le minimum. Et il y a bien des endroits, il n'y en a plus, hein, ça n'existe plus. Hein. Je pense qu'après-guerre, on a perdu ce contact avec la terre, la nature. Et maintenant, il faut le réapprendre. Et puis, nos vieux ne sont plus là pour nous expliquer certaines combines, alors il faut qu'on redécouvre certaines combines qu'ils ont sûrement toujours fait. Il y a des choses qu'on va assurément faire avec des produits naturels que même nos vieux ne savaient pas. Dans le bio, dans la biodynamie, c'est sûr qu'il y aura une évolution. C'est pas du tout figé, hein, ça c'est sûr. Moi, ce que j'ai appris justement avec ces vignerons, c'est tout ce discours sur qu'est-ce qui produit le vin. Et pour moi, je vois ça comme une immense incorporation du monde. C'est-à-dire, si tu fais tout le cheminement, ça débute déjà avec des couches géologiques qui se superposent les unes sur les autres. Donc en fait, c'est l'histoire du monde qui sont là, qui sont sous nos pieds. Et tu as une plante, une grappe de vigne, enfin une vigne, qui va descendre, des fois à plus de 20 mètres, et qui va traverser toutes ces couches, qui va traverser l'histoire du monde. Et en faisant tout un travail avec le mycélium, avec le mycorhize, il va y avoir une sorte de symbiose qui se met en place, c'est-à-dire le mycorhize va transformer tes minéraux en nutriments qui vont remonter dans la plante, qui vont donner le goût à la grappe de raisin. Et après, ce que tu vas boire, c'est la manière dont le vigneron pense sa plante, sa philosophie de vie, sa manière de la tailler, sa manière de la voir d'année en année. Puis après, il y a tout le travail de vinification. On revient aussi avec la levure, cette idée de levure naturelle, celle qui est directement sur le raisin ou celle qui est directement dans la cave. Et puis cette manière de penser le vin, cette manière d'être en relation avec, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on ne met pas dedans, qui en fait façonne tout ça. Et qu'on boit un verre de vin, en fait, on a l'histoire du monde, on a une histoire de l'interaction entre l'humain et le non-humain qui se donne à boire. Moi, je trouve ça fabuleux. Moi, c'est ça ce que j'ai découvert en m'intéressant au monde de la biodynamie, c'est en fait le monde de l'interconnexion entre le vivant. Dans la cave, en général, t'es bien parce que les choses sont assez entre guillemets, contrôlables. Tout est là. C'est juste à toi de bien t'organiser. Quand tu as fait les vendanges, tu as un petit moment où tu es un peu plus tranquille parce que toute ta récolte est là, elle est dans les cuves. Et puis tu te dis, ça y est, maintenant c'est mon boulot là. C'est à moi de faire le travail, pour faire le vin en fait. Et puis tu as un peu moins les éléments extérieurs qui sont avec toi ou contre toi. Quand il est dehors dans la nature,
ben voilà, c'est un peu une chasse-là, comme on dit ici. Hein. Alors il faut bien saisir ce moment, il ne faut pas le louper. Parce qu'après, c'est de nouveau reparti, la vigne pousse, c'est les vins à mettre en bouteille, voilà, puis il faut recevoir les clients. Mais c'est ça qui est chouette. En fait, dans ce métier, tu n'as jamais fini. C'est le mouvement perpétuel. Ce qui est bien quand tu es vigneron et encaveur en même temps, donc que tu fais les deux métiers, tu sais ce que tu as fait durant l'année dehors. Tu sais comment était le raisin, tu sais s'il a fait sec ou pas. Alors, si tu ne te coupes pas de ce monde-là, puis que tu l'as bien ressenti, eh ben, tu vas être capable de bien marquer ça dans les vins. Parce que c'est ça qui est génial. C'est ce fameux, on parle d'effet millésime. Moi, j'aime bien dire que le vin, finalement, c'est une mémoire qu'on a dans une bouteille, dans une cuve, là. Et quand on la goûte, quand on goûte cette bouteille, ce vin, on se dit « Ah, ça me rappelle l'été, l'automne, ce qui s'est passé. Tu te rappelles, il faisait comme ci, il faisait comme ça. » Puis ça, c'est génial parce que ça donne, ça booste notre esprit. On parle bien de l'esprit du vin, on parle de toutes ces choses, de cette énergie qui est incroyable. J'aime bien sentir les arômes qui se dégagent quand tu remplis la cuve. Tu ne le retrouves pas tellement cette sensation-là de masse, un peu comme ça. C'est colossal, il y a tous les arômes parce qu'il y a le volume. Tu as 3000 litres qui respirent, c'est pas comme une bouteille ou un verre. C'est pas la même chose. C'est un peu plus brut comme ça. Quand tu penses de tout le job que tu as fait, tous ceux qui ont travaillé avec toi pour amener ce raisin à maturité, à le récolter. Puis là, il est là. Voilà. Finalement, il est là. Il ne faut pas oublier de se rappeler de ce qui s'est passé. Et quelque part, de remercier quand même. C'est une démarche qui est simple, mais je pense que de temps en temps, si tu remercies la nature d'être là, puis que tu es conscient que finalement tu en fais partie, ça te recentre dans l'histoire de la vie. Puis tu perds un peu moins les pédales. La société dans laquelle on vit là, en 2019, waouh! Il y a beaucoup d'échappatoires, il y a plein de mondes parallèles. Donc, garder le cap pour soi, avec ses convictions, c'est bien. C'est bien pour soi, puis c'est bien pour les autres, parce que ça permet à d'autres personnes aussi de se dire, de partager, et de se dire que finalement, il y a différentes manières de voir les choses. Un élément qui est assez incroyable dans ce métier de vigneron, c'est que comme tu dois faire les choses avec un certain rythme, tu dois prendre du temps, tu ne peux pas aller plus vite que la nature. Finalement, ce rythme qui t'est un peu imposé, il te calme et il te permet d'avoir une réflexion, de prendre du temps. Moi, j'aime bien ça. C'est très enrichissant. Belle couleur. C'est ample, c'est concentré, mais c'est pas évolué. C'est ça qui est intéressant. Sur un millésime comme 2018 qui est très riche. Hein. Ça vient bien. Certains consommateurs ont trouvé chez un producteur tel ou tel vin et ils s'attendent à avoir exactement le même vin chaque année. Alors que le vin est un produit complètement vivant, qui évolue tout le temps.
Et en biodynamie de surcroît, c'est un vin qui va être différent d'une année à l'autre. Il y aura plus de différences d'une année à l'autre. Mais ça, à l'inverse, ça peut être intéressant pour un consommateur qui ne veut pas la standardisation, qui veut l'originalité, qui veut que chaque millésime soit reflété dans la bouteille. Une année de pluie, de soleil, de vent soit reflétée dans la bouteille. C'est aussi intéressant. Donc, le vin standardisé, pour moi, c'est un vin plus issu d'une production industrielle ou quasi industrielle, alors que le vin que nous cherchons à faire, c'est un vin d'auteur, c'est un vin qui est le reflet de son terroir, de son origine, c'est un vin qui est personnel au vigneron aussi, qui reflète ses valeurs, un peu son individualité, sa personnalité aussi. Alors qu'un vin standardisé va gommer ces différences-là pour privilégier par exemple le fruit. Ça, c'est une terre de Lavaux. Moi, j'entends, ça veut dire que c'est une terre qui est vraiment argilo-calcaire, elle est bien compacte. Et c'est vrai que c'est des terres un petit peu, vous voyez quoi, ça colle, c'est un peu, ça respire pas trop. Hein. On est sur quelque chose de très minéral, alors que la vie, c'est organique. Voilà, du bon compost biodynamique. C'est du fumier de vache composté avec les préparations. Mais ça, c'est plutôt un amendement organique. Voilà, j'ai cette belle matière à disposition. Ce serait dommage de ne pas la mettre juste au-dessus de mes jeunes. Les précipitations hivernales vont un petit peu faire descendre toute la vie qu'il y a là-dedans. Vous pouvez regarder, c'est beau, hein. Je veux dire, c'est bourré de vie cette affaire. On met du pissenlit, on met de l'aquilée millefeuille, valériane, ortie, écorce de chêne. Voilà. C'est vraiment quelque chose de 100% organique, humique. Et puis là, dans le fond, ce qu'on doit rajouter dans cette argile qu'on a, c'est de l'humus. Et puis c'est ça qui va permettre aussi à la terre de devenir beaucoup plus meuble, hein, plus aérée, plus propice à la vie en fait. Et avec un compost biodynamique, là, comme ce que je viens d'amener là, bah, c'est la Rolls quoi. Ça va pas nourrir la vigne, ça va nourrir le sol. Il se trouve que par logique, ça va finir par nourrir la vigne, mais on commence vraiment par prendre soin du sol. La biodynamie, vraiment, c'est pas un truc si ésotérique. Ça demande l'évolution d'un outil de regard sur la nature. Si tu lui parles biodynamie, il lui dit observation. Observer ce qui se passe. Number one. Maintenant, à quelle aune on observe? C'est un peu ça, où ça se travaille. À terme, on voit aussi que les domaines qui sont passés en bio il y a bien des années sont des domaines qui maintenant passent à la biodynamie. Donc, quelque part, allons-y, hein, n'attendons pas... Moi, j'ai presque trop attendu, quoi. C'est des plans de chasse, là, donc. Ouais, tout à fait. Voilà. Ça fait 4 ans maintenant qu'on est en bio et en biodynamie. Et c'est seulement depuis cette année qu'on voit l'émergence vraiment de cette biodiversité. Donc c'est rien 4 ans, hein, quelque part. Mais voilà, il y a une période qui est un peu ingrate quand on est dans la conversion au début, parce qu'on n'a que les effets négatifs et on n'a pas les effets positifs. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent douter à ce moment-là, parce qu'ils se disent, bon, mes vins, ils ne sont pas forcément meilleurs qu'avant.
J'ai plus de travail à la vigne, ça me coûte plus cher. J'ai mes voisins qui me critiquent parce qu'ils disent que j'ai beaucoup de végétation. Et si vous n'êtes pas fort dans votre tête, si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez douter. Alors au départ, c'est vrai que cette végétation n'est pas toujours très intéressante. Mais après quelques années, la flore naturelle revient et c'est une flore de qualité. Il y a une biodiversité incroyable, une explosion de graines qui en fait étaient en dormance et qui se réveillent par le travail du sol, par exemple, et on sait qu'il y a un puits de graines dans la terre incroyable. Et il y a des graines qui peuvent être là depuis des décennies et qui vont germer. Simplement parce que les conditions maintenant sont de nouveau favorables pour qu'elles germent. Donc il y a des choses assez incroyables qu'on découvre dans les vignes, des plantes qu'on n'avait pas vues depuis belle lurette. Tiens copain. Bah oui, comme on a quand même passablement d'herbe, et puis effectivement il nous nettoie un peu le sol, on démarre au printemps avec un sol propre, et du coup potentiellement on va économiser une fauche ou deux pendant l'année. C'est fou, il y en a un ou deux qui sont très familiers et puis c'est l'effet mouton quoi, les autres suivent. Moi je ne gère pas la vigne en fonction de la propreté ou de la beauté du sol, je la gère en fonction de ce que je considère comme, j'allais dire acceptable, mais même de ce qui est intéressant pour le sol. Moi l'herbe elle m'intéresse, la diversité de l'herbe m'intéresse. Après il y a des limites que je ne peux pas dépasser parce qu'elle va trop concurrencer la vigne. Mais on a changé, encore une fois on a changé de paradigme, ce qu'on voulait. Le propre, le joli qu'on faisait avant qui était du propre, maintenant ça devient de la diversité. Encore maintenant, nos apprentis apprennent à reconnaître les plantes dès qu'elles lèvent, avec ce qu'on appelle les dicotylédones, les cotylédons, les premières pousses, pour savoir quel herbicide appliquer. Alors que nous, avec une diversité d'herbes qui vient naturellement, on a une autre lecture, on a des bouquins, on apprend, ça nous a appris à comprendre notre sol, parce que chaque plante est indicatrice. Mais c'est scientifique, hein, je veux dire, c'est complètement scientifique. Chaque plante est indicatrice d'un phénomène, de tassement de sol, d'eau, d'azote, de matière organique, de sécheresse, de manque ou de trop d'un élément. Et puis quand tu regardes l'entier, là, on a plus de 50 espèces végétales au sol. Ça nous fait une lecture de la qualité du sol. Là, on a du plantain lancéolé, hein, qui est assez connu comme ça, il fait une petite tige avec sa fleur au bout au printemps. Ça, c'est signe d'un sol en bonne santé, d'un sol équilibré. La morelle noire, ça, quand il y en a beaucoup, c'est signe de sols qui ont des résidus encore d'herbicides. Là, il y en a très peu, mais on voit beaucoup de sap. C'est une plante qui a longtemps résisté aux herbicides, donc qui poussait très bien. Là, on voit du trèfle. Alors, déjà, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a un réseau de racines énorme. Ça, c'est assez typique des sols en bonne santé. Et en biodynamie, un chevelu de racines que vous trouverez rarement dans des sols fatigués. On devine des petites nodules blanches, c'est des bactéries qui fixent l'azote de l'air, donc toutes les légumineuses font ça. Et ça fait carrément un apport à disposition du sol et à disposition de la vigne aussi. C'est des plantes qui nous sont au minimum indicatrices, voire pour certaines utiles, très utiles même. La nature a horreur du vide. Dès que vous avez un sol nu, soit parce qu'il y a un herbicide, soit parce qu'il a été fauché trop près, soit parce qu'il a été même travaillé, il va y avoir une levée d'herbe importante et souvent déséquilibrée. Ça, c'est de la vesse. La vesse commune, c'est aussi une légumineuse. Moi, auparavant, elle montait dans les souches, elle était très envahissante. Maintenant, elle pousse là au milieu, elle est toute petite. Ça s'équilibre. Ça, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et c'est super intéressant. Elle a une racine en pivot. C'est-à-dire que la racine, elle pousse contre en bas, clairement, au lieu que certaines plantes poussent à plat. Et puis, du coup, ça fait un travail de sol. Alors, là, c'est une petite plante et puis qui est à moitié sèche, mais la racine peut être plus grosse et plus longue. Du coup, ça fait un travail de sol. Ce qu'on ferait, nous, avec une machine, la plante, elle le fait. Quand elle pousse, elle écarte le sol. Quand elle meurt, elle laisse l'espace, elle laisse du vide.
et en parallèle, elle nourrit le sol même. Donc ça, c'est super intéressant aussi de laisser se développer des plantes de manière un peu moins... Enfin, c'est géré, mais c'est géré à un certain niveau, quoi. On provoque la descente des racines. Donc on va aller chercher plus loin cette notion de terroir dont on parle tout le temps. Et au fait le terroir, je trouve qu'on le favorise relativement peu dans pas mal de cas. Mais là, en bio, on oblige la plante à aller plus loin. Et effectivement, des vignes comme celle-là, qui n'auront jamais connu de facilité d'avoir des sols nus, d'avoir de la chimie, je pense qu'elles seront plus résistantes à long terme. Un détail qui est très important, si vous êtes en pente, vous n'allez jamais mettre votre tas de compost contre la pente. S'il pleut, l'eau va venir gorger le pied du tas. Donc là, dans ce cas-là, on se met sens de la pente. Deuxième chose, Walter, il désire que je passe une feuille pour son cours du 24 l'après-midi. Vous pouvez mettre un point d'interrogation si vous n'êtes pas sûr, c'est juste pour notre organisation. Je m'appelle Marie-Thérèse Chapa, je suis vigneronne en Valais, à Fuy. J'ai une magnifique coteau derrière moi. Je travaille les vignes, je vinifie, j'élève mes vins, je les vends et je cultive ma vigne d'une méthode biodynamique. J'étais, il y a presque bientôt, ça va faire 20 ans, j'étais visiter un vignoble en France qui faisait de la biodynamie, mais je ne connaissais pas, jamais entendu parler, ni de Steiner, ni rien. Et là, j'ai eu vraiment le coup de foudre pour la biodynamie. J'ai dit, on peut faire autrement, alors ça, je fais autrement. Hein. Et la transition, elle a été que j'ai fait d'abord 1 hectare, 2 hectares, pour avoir confiance en moi, pour m'habituer, pour prendre mes marques, pour pas, voilà. Et puis après, c'était impossible que je continue à travailler les autres vignes d'une méthode et ces 2 hectares. Et en 2003, donc il m'a quand même fallu 6 ans, en 2003, j'ai mis tout le domaine, j'ai fait tout le domaine avec la méthode en biodynamie, oui. 2003, 2013, en 2023, c'est-à-dire dans 3-4 ans, ça va faire 20 ans. Mais au début, moi j'étais pas de Fuy, je connaissais pas beaucoup de monde. Et puis je faisais des erreurs, je conservais pas les préparations comme il faut, etc. Donc ça a été assez lent. Quand je vois mes nouvelles vignes que je passe directement maintenant, je vois beaucoup plus vite. Mais il m'a fallu, je pense, 5 ans. Et j'ai eu beaucoup de problèmes au départ parce qu'il faut soutenir la plante, je l'ai pas soutenue. Et c'est pour ça que j'aime bien faire, comme on a fait aujourd'hui, ces partages, parce que je peux au moins éviter les erreurs que j'ai faites aux autres. Avant les années 50, avant les années 60, il n'existait pas ni le Roundup, ni les produits de synthèse. C'était une méthode, la même chose que ce qu'on fait en biologique, sans les préparations. Mais on faisait les labours, on faisait, on mettait un peu de cuivre, un peu de soufre, on mettait peut-être pas de tisane, mais on mettait des composts, on mettait du fumier. Donc ça, c'était le vrai conventionnel. Mais maintenant, quand on dit conventionnel, c'est depuis les années 60, avec produits de synthèse, des herbes engrais chimiques. Le problème, c'est pas le terme conventionnel. Le problème, c'est quand on parle d'agriculture traditionnelle. Là, on dit une ânerie. Parce qu'une tradition, c'est quelque chose qui s'établit. Une tradition, c'est quelque chose qui s'établit dans le temps, dans la durée. L'agriculture qu'on appelle aujourd'hui conventionnelle, c'est parce qu'elle fait convention, c'est parce qu'on a admis, c'est-à-dire un consensus qu'on peut dire majoritaire, là, dans les dernières décennies, a admis que c'était comme ça, que les théories de l'agronomie, c'était celle-là qui avait raison, que la manière de faire, c'était celle-là qui avait raison. Ce que contestent les mouvements de la bio depuis qu'ils ont commencé à exister. Le premier mouvement de la bio qui émerge, c'est en 1924, l'agriculture biodynamique. Et puis après, les autres vont suivre dans le temps. Pourquoi 1924 ? Parce qu'en 1924, la biodynamie, elle arrive en réaction à une agriculture qui est en train de devenir une agriculture chimique. On a commencé à nourrir les plantes avec des engrais de synthèse dans la fin du 19e siècle. Et puis on a commencé très rapidement à avoir des plantes qui se fragilisent, qui deviennent de plus en plus sensibles aux maladies, aux parasites, des sols qui perdent de leur fertilité, qui commencent à moins bien fonctionner au niveau de leur activité biologique. Ça, c'est des choses qui vont extrêmement vite quand on commence à avoir ce changement dans l'agriculture. Et ça, c'est les dernières décennies. Quand on est en 1920, si tu veux, ça fait quelques décennies qu'on a ce changement qui s'amorce et dont on perçoit les problématiques très rapidement. Sur la santé des plantes, sur la santé des animaux, sur la fertilité des sols.
Donc, oui, quand on parle aujourd'hui d'agriculture traditionnelle, pour qualifier une agriculture qu'on peut appeler chimique ou bien basée sur des produits de synthèse, si on veut parler de manière précise, eh bien là, c'est une erreur, et c'est une erreur sémantique, c'est-à-dire qu'elle induit un changement dans la pensée qui n'est pas bon. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Voilà. J'ai pas de problème avec le terme conventionnel. Une convention, ça se bouscule, ça se change. On remarque maintenant en conventionnel, donc, pas traditionnel, conventionnel, on remarque que les sols, ils n'arrivent plus à... Même si on met des engrais, ils n'arrivent plus à être assez fertiles. Donc on a une plus grande baisse de fertilité dans les sols qui sont non bio que dans les sols bio et biodynamiques. Et ça, ils ont des analyses à changeant et tout. Hein. En bio, on voit que maintenant, on arrivera mieux à nourrir la planète avec le bio, parce qu'on voit que les sols sont fertiles et on a une baisse de fertilité dans les autres sols. Vous avez remarqué que dans la salle, il y avait bientôt presque plus de vigneronnes. Hein. Les femmes, elles faisaient beaucoup le boulot, mais c'était les hommes qui donnaient le petit coup de sécateur qui avaient les honneurs. Mais les femmes en Valais, c'était elles qui faisaient tout le travail. Remonter la terre avec la hotte, mettre le fumier, faire les échalaves, vendanger, sarmenter, ça voulait dire sortir les sarments pour les brûler. À l'époque, on pouvait encore brûler. Et le vigneron, il donnait le coup de sécateur et il faisait la vinification, l'homme. Alors maintenant, il y a beaucoup de femmes, parce que c'est un métier où on peut s'exprimer, on peut avoir de la créativité. Et puis le côté féminin, je pense que l'homme et la femme, ils ont chacun un côté féminin et masculin. Et dans le vin, on peut exprimer un peu plus la créativité, le côté féminin. Mais l'homme, il a aussi cette sensibilité. Moi, je connais des vignerons très cartésiens, très organisés, très pour le scientifique comme ça. Et puis dans le vin, tout d'un coup, ils se permettent, ah non, pas besoin d'être de la rentabilité, tu vois. Ils laissent exprimer leur côté féminin. C'est un des moments les plus intimes et les plus sympas de la vigne. Puis en plus là, bon, maintenant on a une petite accalmie. Aujourd'hui il y a de la neige. Et j'adore tailler quand il neige. C'est encore très vert, hein. La sève, il fait pas très froid, c'est une année curieuse. Mais là, en fait, dans le bourgeon, il y a tout, il y a déjà les fruits qui sont dedans. On dit que la vigne dort et en dormance, mais c'est les racines qui travaillent. Et la même chose pour nous, c'est qu'en fait le corps aussi se met en hiver, on le sent, hein, ce rythme où l'hiver... Le corps se met un peu au ralenti, le monde se passe plus à l'extérieur, mais se passe à l'intérieur. Quand je taille cette vigne, j'ai le temps de projeter tout ce que je souhaite pour cette année. C'est-à-dire de la force, de la santé, de l'équilibre, des fruits, des fleurs, qui vont donner les raisins au moment de leur sexualité. Une amie de ma mère, une fille de vigneron, elle disait que la fleur de vigne, ça sent l'amour. Puis je trouve assez joli. Alors c'est aussi, quand on dit ça sent l'amour, c'est quoi? C'est une forme poétique ou pas? Ça c'est une question. Pourtant, on sait que dans la vie de tous les jours, du quotidien, en fait, chacun se rend compte que en fait, ce qu'on recherche tous, c'est l'amour. Donc là, typiquement, c'est une forme poétique, mais c'est la preuve que la poésie, c'est la vraie vie. Dans cet environnement-là, toutes les petites salades qui poussent, hein, dandelions, pourpiers, enfin plein de choses, rampons, c'est des choses, on peut les manger, elles sont délicieuses, il y a plein d'autres choses encore. On peut les manger, elles sont vraiment très, il n'y a pas d'herbicide, donc tout à fait propre à la consommation. Quand les bourgeons poussent, quand ils sont tout petits, je les ramasse
Je les fais sécher et je fais du thé de vigne. C'est élaboré comme les thés, donc c'est récolté. On initie une fermentation cellulaire des bourgeons, et puis on les fait sécher. Et on fait un thé avec, qui est fantastique. C'est un stimulant, mais pas excitant. Et je fais des pickles de fleurs de vigne. C'est divin. Quand on fait de la biodynamie, on a une tendance à avoir une baisse du rendement. Ce n'est pas une baisse de la fertilité, au contraire, ça augmente la fertilité, mais par contre, c'est la physiologie du grain qui change. C'est-à-dire que quand un athlète fait du bodybuilding, il prend des stéroïdes anabolisants pour augmenter sa masse musculaire, pour mettre de l'eau dans ses muscles, pour les augmenter comme on met de l'eau dans les chicken nuggets pour vendre de l'eau. La même chose avec les engrais minéraux qu'on met dans les terres. Ça permet d'avoir des baies plus développées, qui sont plus grosses. On garde plus d'eau dans les tissus et c'est pour ça que ce type d'agriculture est plus productif. Dans la viticulture, on a encore un autre problème. C'est qu'on a historiquement, on est quand même, malgré tout, on est des vieux vignobles. Et puis, le vin se buvait localement. Tu as encore des vieux qui te disent, je me souviens quand on payait la bouteille 4 francs, vous êtes des voleurs, on est 15 francs. Parce qu'ils ont toujours ce souvenir-là, quoi. Et puis, en fait, on est certainement le pays qui a le moins de marge commerciale sur les vins. Donc, du coup, faire de la promotion ou donner de la marge à un revendeur, on en a très peu. Donc, c'est un problème au niveau distribution, c'est clair. Quand je coupe, il vient une goutte. On appelle ça qu'elle pleure. C'est l'avantage de tailler tard, c'est que ça désaffecte la plaie de taille tout de suite. Tu vois, voilà, t'as vu? Tu vas briller. Et là qu'on est le mieux. De haut la main. Il n'y a pas meilleur endroit pour moi. Écoute, c'est le silence. Il n'y a personne pour te contredire. C'est le must. Il faut revenir à des choses plus basiques, vivre plus modestement. Et pas croire que l'homme, tout est à lui. Hein. On n'est rien. Regarde là-haut. Qu'est-ce qu'on est par rapport à l'univers? Une épingle, hein? Ouais. C'est le début du monde, chaque jour. Tu as l'éternité devant toi. Du lever du jour, de la nuit qui s'absente, de la lumière qui remplace. Donc, comme c'est le début du monde, ça va être un monde merveilleux. Un de plus.
monde de monoculture où il n'y a plus un arbre, il n'y a plus une herbe, plus un insecte. Donc nous, ce qu'on fait, on recolonise. Le vin, c'est ce que la vigne raconte, in fine. Elle raconte tous ces petits oiseaux, ces petites abeilles, toute cette... en fait, elle raconte un monde qui est un monde d'hospitalité, où toutes les plantes ont droit de citer, où tous les oiseaux, tous les insectes, où tout le monde est là, heureux d'être ici. Comme tout le monde éclate de joie en même temps, ça fait du bruit. On n'est pas tout seul. Il faut rappeler que les armoiries de la commune de Puy, c'est une grappe de raisin. Et la volonté du conseil communal a toujours été de garder cette espèce d'écrin de verdure au milieu de la ville. En regardant le paysage, c'est un peu ça fait partie de la carte de visite de la commune. De préserver envers et contre tout ces 40 000 m² de vignes en ville. Ça fait sens pour les Puyérans d'acheter leurs vins qui sont produits sur leur commune, dont ils voient les vignes toute l'année. Alors nous, on a pris plusieurs options qui ne sont pas forcément d'aller vers un label bio, parce que nous, on n'a pas besoin d'un label bio, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment pragmatiquement d'être au plus proche de produits naturels à l'utilisation dans le vignoble. On a arrêté les engrais minéraux qui sont aussi issus de l'industrie qui utilise beaucoup d'énergie fossile. On ne fait plus que des engrais organiques. On va arrêter les herbicides et les derniers produits de traitement contre les maladies. On a en tout 15 cépages. Ici surtout du chasselas, du chardonnay, sauvignon blanc, sauvignon gris sylvaner, et puis on a planté un nouveau cépage multirésistant qui s'appelle le Divona. C'est un cépage blanc qui ne nécessite plus de traitement contre les maladies fongiques. La deuxième partie qu'on doit régler, c'est l'arrêt d'herbicides. La solution qu'on envisage, c'est un rang enherbé, un rang travaillé mécaniquement. Et l'objectif, c'est qu'en 2020, on aura plus que 20% du domaine qui sera alors vraiment sans aucune molécule de synthèse, tant pour les engrais que les herbicides, que les produits fongiques. Il n'y a personne au monde qui est content d'utiliser des fongicides, des insecticides et des herbicides. Donc ça va faire plaisir à tout le monde d'arrêter de les utiliser. Je ne crois pas que vous rencontrerez quelqu'un qui aime utiliser ces produits. C'est bien sûr que ça nous fait très plaisir. C'est pour ça qu'on travaille sur le sujet depuis déjà une dizaine d'années. Ouais, ça va à fond les ballons. Par contre, ce qui est un peu plus compliqué, c'est cette météo. Ça n'a rien à voir avec 2018. 2018, on était déjà quasiment en train de faire les effeuilles. Et puis là, il a fait froid. Il y a encore de la neige. Ouais, de l'autre côté, il est en train de neiger même. Et puis ça, c'est un peu délicat. La vigne, elle pousse lentement. Elle assimile pas très bien les éléments nutritifs. Elle a les pieds un peu au froid, dans l'eau. Bon, les choses vont changer. La fin de la semaine, ça devient... ça se réchauffe. Ça devrait aller mieux. Donc il faut prendre des stratégies de protection de la vigne qui sont adéquates. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la stresser en venant la surprotéger, par exemple. Il faut l'aider à supporter ce climat, en fait, c'est ça. En culture biologique, biodynamique, on a vraiment beaucoup de choses qui nous permettent d'être dans cet axe de soutien. Tu vois, d'être avec la plante, puis d'essayer de voir ce qu'elle a besoin, dans ces moments un peu délicats où elle fait appel en fait à ses réserves parce qu'elle n'arrive pas vraiment à mobiliser les nouveaux éléments. Elle est petite, elle a des petites feuilles, elle respire peu, elle fait peu d'échanges. Il y a deux sèves, il y a une sève qui monte, une sève qui descend, deux mots à parler. Et celle qui monte, elle est là. C'est les pleurs de la vigne, tout ça, tout ce qui s'est mis en place, ça a bien fonctionné. Mais par contre, la sève qui descend de la photosynthèse, etc., là, il y a un peu de... J'ai envie de dire, l'usine, elle est un peu fermée, quoi. Alors là, ce qui va se passer, c'est que quand il va faire chaud, alors la vigne,
elle va se réveiller, puis elle va pousser, elle va dire « Bon, on y est, ok, feu, départ ». Elle attend que ça, hein. Alors voilà où on en est un petit peu en 2019. C'est ma compagne, Anigna. Elle voulait absolument apprendre à traiter. J'ai pas bien dormi là. Ces 2 dernières nuits, j'ai chopé un virus, un truc, mais horrible. Demain, on va finir le traitement. Il m'en a déjà parlé, mais c'était très pénible pour lui de réfléchir, parce que ça augmentait les maux de tête. Mais il m'a donné les quantités de soufre que je dois mettre, les quantités de cuivre, les tisanes et la quantité d'eau. Donc du coup, ça ira très bien demain. Pour finir, demain, il y aura aussi l'apprenti qui est chou, donc ça ira très bien. Puis après bah, il faut balisser, mettre les bois dans les fils, clipser, mettre les clips. Et puis bah, pour moi, c'est surtout la préparation pour les portes ouvertes le week-end. Bon, on va descendre voir ces petites fraises. Bon, normalement, si elles viennent, ouais. Mes gobelets, alors pour moi, c'est déjà une chose. Chaque pied est un individu différent. Quand je taille sur mes gobelets, je dis toujours, et j'y pose toujours en rigolant, c'est qu'elles ont chacune un prénom, au féminin bien sûr, c'est toutes des dames. Et elles sont toutes différentes, et puis il me semble que je les reconnais chaque fois, je les connais vraiment toutes bien. Alors que quand je taille une ligne de guyot ou de cordon permanent, je suis sur une ligne, c'est pas la même chose. J'ai pas l'impression de passer d'un individu à un autre. Tandis que le gobelet, oui, ça me parle, quoi. Puis j'aime cette taille. J'aime cet équilibre de la plante avec ses 4 cornes, ses petits coursons. C'est ce que j'aime, quoi. Il n'y a aucun calcul là derrière, tout ça, c'est uniquement le cœur qui me fait que j'aime cette culture. Il y a 20-30 ans, quand le glyphosate est arrivé sur le marché, moi je me rappelle très bien, j'étais étudiant et on nous disait que c'était un herbicide bio. Et là, un peu naïvement, on a cru que c'était un herbicide bio dans le sens où il se dégradait complètement dans les sols. Il s'est avéré que ce n'est pas vrai. Il s'est avéré que les analyses sont devenues de plus en plus pointues et que maintenant on arrive en fait à retrouver la molécule de dégradation du glyphosate à peu près partout. Donc je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a un énorme problème. C'est maintenant qu'il est grave, qu'il faut le prendre à bras le corps. J'ai beaucoup de respect pour tous ces jeunes qui prennent conscience de ce qui se passe économiquement, politiquement, climatiquement et qui, à leur façon, à leur manière, essayent de démontrer qu'ils sont inquiets, qu'ils veulent des changements. Je crois qu'il faut les encourager, les soutenir, mais donner une note d'espoir, c'est très important. Brasser une silice sur la terrasse. Et merci d'être là pour ce moment biodynamique, n'est-ce pas? Là, on va mettre à chauffer. Voilà, alors le moins d'ondes possible, dira-t-on. Donc un téléphone sur mon... Où on essaie d'éviter un peu les perturbations magnétiques, mais je rigole, je suis planté à côté d'une ligne de chemin de fer. Ça chauffe.
Animer cette petite silice. C'est la 501, oui. Et il y a plusieurs histoires sur le nom de ces préparations, les numéros de ces préparations. Il semble qu'à une triste époque de montée du fascisme en Allemagne, ces techniques étaient carrément proscrites. Donc ils ont, au lieu de citer les noms des préparations, ils ont donné des numéros, de 501 à 506. Là, je pense qu'il y en a à peu près 8 grammes. Ça a été pesé, il y en a peut-être un peu plus. Hein. C'est peut-être une silice un peu solide, il y en a peut-être 10 grammes pour 2,5 hectares. Ce qui représente, ce qui est quand même assez rigolo. Voilà. Ok. Andiamo. Grosso modo, là, on est parti pour 1 heure, tranquillement, en regardant la beauté du paysage. Si tu veux brasser, entre guillemets, avec le minimum d'effort, il faut l'accompagner, lui donner gentiment la vélocité, qu'elle monte. Quand tu arrives en haut, cette eau est bien en verticalité. Inverser gentiment d'abord pour éviter que ça gicle partout. Et repartir dans l'autre sens. Moi, je suis fermement convaincu de l'efficacité de cette préparation. On va améliorer la capacité de la plante à absorber la lumière, donc à faire de la photosynthèse. Et puis, ça va structurer la plante. J'ai quand même vu, par exemple, sur le fameux moucheron Suzuki, pratiquement dans la journée qui a suivi l'application de la silice, bah, grosso modo, ils sont allés voir ailleurs. Je dois la passer avant les premiers rayons du soleil. Bah là, ils sont à Lutry. Donc dans 3 minutes, ils sont là, donc j'y vais. Ça, c'est tout du matériel. Des vieilleries de l'époque de mon grand-papa, donc ce machin. Je sais même pas pourquoi il utilisait à l'époque un truc à 3 becs comme ça. J'imagine pour traiter. Faut pas oublier qu'à une époque, il traitait avec ça, hein, avec cet outil que j'ai là dans les pattes, là. Enfin, la version, évidemment, pas plastique à l'époque, mais quand même. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on est presque des intrus parce qu'on travaille sur la route, c'est marrant. Salut François, c'est François. Il y a encore des fraises. Ça sent. T'en veux? Il n'y a pas d'air, c'est complètement dingue. C'est pour ça, le t-shirt mouillé, c'est magnifique.
Il n'y a pas un souffle d'air. On enlève les rebiots. C'est une partie des bois, c'est un peu comme les tomates dans les jardins. On enlève les bois dans la zone des grappes qui sont entre la feuille et le bois principal. C'est pour dégager un tout petit peu de l'épaisseur du feuillage. Et puis, ça a plusieurs fonctions. Ça permet en fait de faire respirer un tout petit peu plus la vigne dans cette zone-là. Comme on a une certaine pression aussi des maladies avec le chasselas, là, ça permet aussi quand on vient faire une application, un traitement, de mieux accéder aux grappes. Les grappes sont mieux traitées. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un contact avec le produit. En fait. Ces petites parties brunes qui étaient comme un capuchon, quoi. Ça capitule. Donc il tombe et puis le grain débarque derrière. Le grain débarque. Et là, il est nu. Il n'a aucune protection. Il n'a jamais eu de produit. Il est tel quel, quoi. Donc là, nous, s'il y a des spores de ces maladies qui sont quand même épidémiques, ces maladies fongiques qu'on a dans la vigne, qui viennent se poser dessus, en bio, en tout cas, où il n'y a que de l'action, qui a une action de contact sur les produits qu'on utilise, ben, c'est une zone qu'on pourrait appeler délicate. Alors le mildiou, moi je prends le risque un petit peu parce qu'il fait tellement chaud que le mildiou il n'aime pas trop ça, mais l'oïdium aime bien. C'est un autre champignon, il aime bien les chaleurs et puis il y a pas mal d'humidité. Donc on va poudrer, c'est-à-dire que c'est du soufre en poudre qui, par sa phase gazeuse, brûle les spores d'oïdium, de champignons. Mais ici, c'est un modèle où on ne met pas d'engrais. C'est ces plantes qui sont fauchées, des fois 1 ou 2 fois dans l'année. Ces sols qui recommencent un petit peu à vivre, qui nourrissent la vigne et qui produisent sur place la matière, ben, il n'y a qu'à voir, il y a du raisin partout là. Donc ça marche, parce que là, ça fait quand même des années que je fais comme ça. Ça fait plus que 25 ans que je n'ai pas mis d'engrais, ni d'engrais minéraux, ni de fumier ou de choses comme ça, avec de la récolte. Donc ça, il y a un côté durable. L'idée, ce qu'on a là, c'est la vie, les plantes, les animaux, tout a pu revenir. Plein de choses que certaines personnes disent disparues ou qu'on voit beaucoup moins, elles sont simplement là en travaillant de cette manière-là. Donc je pense que si tu additionnes plein de petits comportements comme ça, on peut faire une sacrée différence. Des jolies petites rencontres dans des vignes. Avant de reprendre une ligne, je vais juste offrir ça aux personnes qui travaillent là. Moi, je pense qu'il y a vraiment de l'espoir. Ouais. L'espèce humaine est quand même assez impressionnante dans ses capacités, ce qu'elle est capable de faire. Un jour, avant-guerre, on est passé du nord à 16 degrés à 22 en 2 jours. On ne laisse pas 3 ans, mais on Ouais. On perd plus quand même ça. C'est trop beau. Écoute, là, il y a tout pour rentrer une belle récolte. Les vignes vont bien. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de soucis, pas de pression. Rien qu'ici, il y en a 6300 pieds. J'ai jamais compté mes heures, jamais. Aucune idée. Quand tu aimes, tu comptes pas.